Réunion ce mercredi du Conseil des ministres sous la présidence du président de la République, Issoufou Mahamadou. Le Conseil a pris d'importantes décisions. Le président de la République reçoit le trophée de la liberté de la presse, un trophée décerné par la presse nigérienne en reconnaissance des actions menées en faveur de la liberté de la presse. 20 milliards 500 millions, c'est le montant d'un accord de partenariat signé cet après-midi entre l'État du Niger et la République populaire de Chine. Messieurs, Mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, mercredi 4 décembre 2013, dans la salle habituelle de délibération sous la présidence de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Sur ce plateau, Sadi Sanda, vous revenez directement du palais de la présidence. Alors, quelles sont les conclusions de ce conseil? Oui, Rabi, au titre de la présidence de la République, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique ANEA. Au titre du cabinet du Premier ministre, le 13 août 2013, le deuxième gouvernement de la 7e République a été constitué, l'organisation du gouvernement ainsi que les attributions des ministres d'État, des ministres et des ministres délégués ont été fixées par décret du président de la République du 8 octobre 2013. Un décret du Premier ministre en date du 9 octobre 2013 a précisé les attributions des membres du gouvernement. Aussi, afin de formaliser le cadre juridici et organisationnel permettant aux ministres d'accomplir leur mission, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de décret ci-après. Projet de décret portant organisation du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur. Projet de décret portant organisation du ministère du Plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire. Projet de décret portant organisation du ministère de l'Agriculture, projet de décret portant organisation du ministère de l'Urbanisme et du Logement, projet de décret portant organisation du ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé, projet de décret portant organisation du ministère de l'Énergie et du Pétrole, projet de décret portant organisation du ministère de la Justice, projet de décret portant organisation du ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, projet de décret portant organisation du ministère de la Défense nationale, projet de décret portant organisation du ministère des Finances, projet de décret portant organisation du ministère de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, projet de décret portant organisation du ministère de l'Élevage, projet de décret portant organisation du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, projet de décret portant organisation du ministère de la santé publique, projet de décret portant organisation du ministère de l'équipement, projet de décret portant organisation du ministère du tourisme et de l'artisanat, projet de décret portant organisation du ministère de l'emploi, du travail et de la sécurité sociale. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi autorisant la ratification du traité révisé de la communauté des États sahélo-sahariens (CENSAD) adopté à N'Djamena, Tchad, le 16 février 2012. Au titre du ministère des Mines et du Développement industriel, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret accordant un délai compensatoire pour le bénéfice des avantages du Code des investissements au titre d'un programme d'extension à la société Oriba de Niamey. Au titre du ministère des Finances, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. Projet de loi portant transposition de la loi uniforme relative au traitement des comptes dormants dans les livres des organismes financiers de l'UMOA. Projet de décret portant autorisation des établissements financiers à caractère bancaire à recevoir des dépôts de fonds du public. Mesures nominatives. Le Conseil a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes.
au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses. M. Alat Mogaskia est nommé préfet du département d'Arlit. Capitaine Soumana Sirfi Wankoy est nommé préfet du département de Bilma. M. Mahaman Abou est nommé préfet du département de Tirozérine. M. Moussa Ousmane est nommé préfet du département d'Ader Bisnat. Lieutenant Hassan Anoutab est nommé préfet du département d'Iferouane. M. Abdoudari est nommé préfet du département d'Ingal. M. Saouna Inoussa est nommé préfet du département de Difa. M. Isaka Maïsaleh est nommé préfet du département de Maïnsouroua. M. Barmou Aboubakar Nakata est nommé préfet du département de Yindimi. M. Aboubakar Mamadou Mara est nommé préfet du département de Bossou. M. Aruna Adamou est nommé préfet du département de Goudmaria. M. Youssouf Kallam est nommé préfet du département de Ngourti. M. Ibrahim Boubacar est nommé préfet du département de Boboy. M. Rissa Ahmadou est nommé préfet du département de Dogondouchi. M. Garba El Haj Youssoufou est nommé préfet du département de Dossou. La suite avec Rabi. Badjo Yakouba est nommé préfet du département de Gaïa. Djamare Abdoulaye est nommé préfet du département de Loga. Adamou Wakasso est nommé préfet du département de Djundjou. Jandou Rishi est nommé préfet du département de Falmey. Bako Mohamed Batouri est nommé préfet du département de Sibiri. Inoussa Oumarou est nommé préfet du département d'Agué. Outaini Konjoa est nommé préfet du département de Dakoro. Sahabi Asuman est nommé préfet du département de Guidarumji. Abbas Harou est nommé préfet du département de Madarumfa. Moussa Dantani est nommé préfet du département de Mayayi. Idi Maman Karbo est nommé préfet du département de Tissawa. Zakari Ansofo est nommé préfet du département de Bermo. Idi Ibrahim est nommé préfet du département de Gazawa. Monsieur Abdou Salam est nommé préfet du département d'Abalak. Monsieur Abbas Sarki Abzin est nommé préfet du département de Birninkoni. Eila Sanoussi est nommé préfet du département de Bouza. Monsieur Maman Issa Ibrahim est nommé préfet du département d'Ilela. Monsieur Amadou Kani est nommé préfet du département de Keta. Monsieur Sorka Munkaila est nommé préfet du département de Madawa. Monsieur Abbas Bawa est nommé préfet du département de Tawa. Monsieur Sani Nassarou est nommé préfet du département de Tintabraden. Monsieur Ilyassou Dile est nommé préfet du département de Bagaroua. Lieutenant Bourey Mousseni est nommé préfet du département de Tassara. Monsieur Alousseni Biki est nommé préfet du département de Tilia. Sous-lieutenant Djambala Maïga Omar est nommé préfet du département d'Abala. Monsieur Morou Hassan Di Koubou est nommé préfet du département de Filengi. Monsieur Moussa Ide est nommé préfet du département de Kolo. Monsieur Adamou Namata est nommé préfet du département de Walam. Monsieur Amadou Ali est nommé préfet du département de Saï. Monsieur Alassane Salou Alpha est nommé préfet du département de Tira. Monsieur Sadou Oumarou est nommé préfet du département de Tilaberi. Monsieur Haruna Maidoka est nommé préfet du département d'Ayuru. Monsieur Moussa Yakouba Kadri est nommé préfet du département de Balayara. Monsieur Mohamed Moudour est nommé préfet du département de Bankilari. Monsieur Seydou Sadikou est nommé préfet du département de Banibangou. Monsieur Alfari Kabidou est nommé préfet du département de Goutei. Monsieur Bourema Sadou est nommé préfet du département de Touroudi. Monsieur Ali Ranaou est nommé préfet du département de Gouré. Monsieur Hamidou Maman est nommé préfet du département de Kanti. Monsieur Abdallah Elias est nommé préfet du département de Myria. Monsieur Saleh Chibo est nommé préfet du département de Magaria. Monsieur Oumarou Mahaman est nommé préfet du département de Tanout. Monsieur Haruna Yakoudouma est nommé préfet du département de Belbichi.
M. Bouzoumadi est nommé préfet du département de Damagaram-Takaya. M. Hamma Mbarek est nommé préfet du département de Dungas. Capitaine Mohamedou Ahila est nommé préfet du département de Tesker. Au titre du ministère de la Justice, M. Hamma Ouri, magistrat du premier grade, deuxième échelon, matricule 59 158, est nommé inspecteur général des services judiciaires. M. Elhadj Adamou Amadou, magistrat du premier grade, deuxième échelon, matricule 59 166, est nommé inspecteur des services judiciaires. M. Maman Boubé, magistrat du premier grade, deuxième échelon, matricule 61 171, est nommé inspecteur des services judiciaires. M. Soumaïla Abdou Angalou est nommé magistrat de deuxième grade, quatrième échelon, matricule 65 997-P, est nommé inspecteur des services judiciaires. M. Al-Mustafa Seydbou, magistrat du premier grade, premier échelon, matricule 59 147, est nommé inspecteur des services judiciaires. M. Seydou Mangou, magistrat du premier grade, premier échelon, matricule 61 170, est nommé inspecteur des services judiciaires. Madame Gonda Fassouma Boukari, magistrat du premier grade, deuxième échelon, matricule 61 168, est nommée inspectrice des services judiciaires. Madame Fatondi Florentine Georgette, magistrat du premier grade, deuxième échelon, matricule 61 155, est nommée conseillère technique du ministre. Madame Maïga Zainabou Labo, magistrat du premier grade, premier échelon, matricule 61 170, est nommée conseillère technique du ministre. Monsieur Kalla Garba, magistrat du premier grade, premier échelon, matricule 63 472, est nommé secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Dr Munkaila Achatou Seni, professeur d'enseignement secondaire, matricule 69 228-E, est nommée directrice générale des droits de l'homme, de la protection judiciaire juvénile et de l'action sociale. M. Ibrahim Jean-Étienne, magistrat du deuxième grade, deuxième échelon, matricule 66 000, est nommé directeur de la protection judiciaire et juvénile à la Direction générale des droits de l'homme, de la protection judiciaire juvénile et de l'action sociale. M. Moussa Hamidou, cadre principal de l'information, matricule 77 258, est nommé directeur de l'action sociale à la Direction générale des droits de l'homme, de la protection judiciaire juvénile et de l'action sociale. Madame Rabiou Né Modibo Aïssetou, magistrat du troisième grade, quatrième échelon, matricule 79 293-G, est nommée directrice des droits de l'homme à la Direction générale des droits de l'homme, de la protection judiciaire juvénile et de l'action sociale. Monsieur Zakari Hamadou, cadre principal de l'information, matricule 61 266-J, est nommé directeur de la réinsertion à la Direction générale de l'administration, de la sécurité pénitentiaire et de la réinsertion. Monsieur Issoufou Ganda, inspecteur central du Trésor, matricule 46 385-H, est nommé directeur des ressources financières et du matériel. Monsieur Assoumana Bayer Hamza, magistrat de deuxième grade, premier échelon, est nommé président de la Commission nationale de coordination de lutte contre la traite des personnes. Monsieur Garba Jibo, ancien ministre, est nommé conseiller d'État en service extraordinaire à la Chambre consultative du Conseil d'État. Monsieur Ilamay Kassoua, ancien ministre, est nommé conseiller d'État en service extraordinaire à la Chambre consultative du Conseil d'État. Madame Hima Adizam Maïlali,
ancienne secrétaire générale de la conférence des ministres de l'Éducation, ayant le français en partage et nommée conseillère d'État en service extraordinaire à la Chambre consultative du Conseil d'État. M. Adamou Ide, administrateur civil, est nommé conseiller d'État en service extraordinaire à la Chambre consultative du Conseil d'État. M. Issaka Nassari Mahaman, enseignant principal adjoint, est nommé secrétaire général du Conseil d'État. Au titre du ministère des Enseignements professionnels et techniques, M. Abdou Germa Lawal, ingénieur de première classe, 7e échelon, matricule 67 275/V, est nommé directeur général du Fonds d'appui à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. Une communication du secrétaire général du gouvernement sur les leçons à tirer de l'affaire AHS Niger et Mazis Middle East and African SA, Barcé, République du Niger, devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. 2 communications du ministre directeur de cabinet du président de la République. La première communication relative au financement par la République de Chine d'un 3e pont sur le fleuve Niger à Niamey. Il ressort de cette communication que suite à un entretien que le président de la République a eu avec l'ambassadeur de la République de Chine au Niger, ce pays a décidé de financer à hauteur de 20 milliards de francs CFA un 3e pont à Niamey. Ce montant, sous forme de dons, sera libéré incessamment et les travaux de construction de cet important ouvrage pourront démarrer dans les tout prochains jours. C'est le lieu de saluer le caractère proactif et pragmatique de la coopération chinoise au Niger. La deuxième communication porte sur la récente visite du président de la République en France, en Belgique, au Koweït et en Arabie Saoudite. À l'issue de ces visites, le ministre directeur de cabinet a informé le Conseil des ministres sur les importants résultats enregistrés lors de cette importante mission. Ainsi, l'Union européenne accepte, dans le cadre du 11e FED couvrant la période 2014-2020, d'augmenter l'enveloppe affectée au Niger de 10%, ce qui la plafonne désormais à 596 millions d'euros. En outre, le Fonds cohésien revoit également à la hausse son appui au Niger dans les secteurs sociaux, les infrastructures et de l'énergie. 3 communications du ministre d'État, ministre de l'Agriculture. La première communication porte sur les résultats prévisionnels de la campagne agro-pastorale 2013-2014. La campagne agro-pastorale 2013-2014 a été marquée par un retard dans son installation, soulevant ainsi de nombreuses inquiétudes. En effet, les premières pluies utiles ont été enregistrées au cours des premières et deuxièmes décades d'août, favorisant l'établissement du tapis herbacé. L'arrêt brusque des précipitations dès la deuxième décade de septembre a fait envoler les espoirs des producteurs agricoles et éleveurs. Ainsi, le bilan de la campagne 2013-2014 se présente comme suit. Au plan agricole, la production brute totale des céréales est estimée à 4 332 540 tonnes, soit une production de 4 292 510 tonnes de céréales sèches, mil, sorgho, maïs, fonio et de 40 030 tonnes de céréales pluviales, riz et blé. Notons qu'en plus des cultures céréalières, d'autres cultures de diversification entrant directement ou indirectement dans l'équilibre alimentaire des ménages sont produites. Cette production brute totale estimée
à 2 121 217 tonnes, soit 1 425 273 tonnes d'équivalent céréalier et répartis comme suit. Le niébé, 1 523 437 tonnes, l'arachide, 381 815 tonnes, le souchet, 119 432 tonnes, le vosou, 26 696 tonnes, l'oseille, 30 845 tonnes. Sur la base de la production nette de toutes les céréales pluviales et les besoins de la population, il se dégage une production nette de 3 674 653 tonnes et les besoins de consommation estimés à 4 18 219 tonnes. Se dégage un déficit céréalier total de 343 566 tonnes. Au plan pastoral, l'évaluation de la production fourragère en zone a été effectuée sur 68 sites de contrôle au sol repartis sur l'ensemble de cette zone. La production moyenne de biomasse enregistrée au niveau des sites de contrôle cette année est de 758 kg par hectare contre 1495 kg par hectare en 2012. La plus faible production a été enregistrée à Difa avec 176 kg par hectare et la bonne au centre de multiplication du bétail de Batié, département de Belbéji. En termes de bilan, les productions fourragères enregistrées sont inférieures à celles de 2012-2013. Ainsi, la campagne 2013-2014 a enregistré un déficit fourrager théorique de l'ordre de 6 708 832 tonnes de matière sèche, qui correspond à 30% des besoins des unités bétail tropical UBT qui séjournent pendant les 9 mois de la saison sèche sur le territoire national. Au vu de ces résultats, le Conseil des ministres a décidé des mesures suivantes. Poursuivre des actions engagées dans le cadre de l'initiative 3N, mettre en place des activités génératrices de revenus au profit des populations, prendre des mesures pour assurer la fourniture d'aliments pour bétail, procéder à l'achat de vivres par l'OPVN et la vente à prix modéré à partir du mois de février 2014. Prendre en compte en priorité les victimes des inondations. La deuxième communication est relative au marché d'acquisition par l'ONAHA d'un camion porte-engin et de 4 camions bennes sur financement propre. La troisième communication porte sur l'acquisition de 1500 tracteurs agricoles. La deuxième et la troisième communication sont faites en application des dispositions de l'arrêté numéro 0143-CAP-PM-ARMP du 29 juin 2012 fixant les seuils dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics qui stipule en son article 8 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 000 francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. Une communication du ministre de l'Élevage sur la mise en concession des usines d'aliments du bétail de Niamey et Zender. Avec plus de 37 millions de têtes, toutes espèces confondues, le Niger dispose d'un capital bétail important, mais sous-exploité et périodiquement menacé par les sécheresses récurrentes qui déciment parfois jusqu'à près de 24% des effectifs crise pastorale 2009-2010. Pour faire face à cette situation et arrêter le cycle infernal de crise pastorale, il est envisagé dans le cadre de l'initiative 3N de trouver des solutions durables et définitives aux effets des crises pastorales récurrentes. Dans ce cadre et par rapport à la question d'approvisionnement régulier et permanent des éleveurs en aliments du bétail, il est retenu de réhabiliter les usines aliments du bétail de Niamey et de Zender. Ainsi, des réflexions ont été menées et ont permis de conclure l'option de la réhabilitation des 2 usines existantes à travers leur mise en concession.
la mise en concession de ces usines et leur remise en état de marche dans les mois à venir serait une action salutaire pouvant contribuer substantiellement à faire face à la situation de déficit fourrager de l'ordre de 6 700 000 tonnes de matière sèche résultant de la campagne agro-pastorale de communication du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. La première communication est relative à un marché pour la réalisation de 127 forages productifs, les essais de débit et le développement des 25 forages existants dans la région de Tillabéri. La deuxième communication est relative à un marché pour la réalisation de 129 forages productifs, les essais de débit et le développement de 25 forages existants dans la région de Dosso. Ces deux communications sont faites en application des dispositions de l'arrêté numéro 01-43-CAP-PM-ARMP du 29 juin 2012 fixant les seuils dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics qui stipule à son article 8 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 000 francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. Une communication du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable relative à la passation du marché sur le type du schéma d'aménagement du bassin de Bas de Guicheri, financement AFD. Cette communication est faite en application des dispositions de l'arrêté numéro 01-43-CAP-PM-ARPM du 29 juin 2012 fixant le seuil dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics qui stipule à son article 8 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 000 francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. Deux communications du ministre des Finances. La première communication porte sur un marché pour l'acquisition de 30 véhicules au profit de la Direction générale des douanes. La deuxième communication est relative à un marché pour l'acquisition en 6 lots de 54 véhicules, dont 51 berlines et 3 4x4 au profit des institutions de la République. Ces deux communications sont faites en application des dispositions de l'arrêté numéro 01-43-CAP-PM-ARMP du 29 juin 2012 fixant le seuil dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics qui stipule en son article 8 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 000 francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. 4 communications du ministre de l'Équipement. La première communication porte sur le marché des travaux de construction ou de réhabilitation des routes rurales dans les régions de Dosso, Maradi et Tillabéri, lot 2, Dosso et Tillabéri, lot 2-1, Kéché, Bataka, 22 km. La deuxième communication porte sur le marché des travaux de construction ou de réhabilitation des routes rurales dans les régions de Dosso, Maradi et Tillabéri, lot 2, Dosso et Tillabéri, lot 2-2, Géchémé, Lokoko, frontière Nigeria, 24 km, Fabidji, Tchankargi, 6 km. La troisième communication porte sur le marché des travaux de construction ou de réhabilitation des routes rurales dans les régions de Dosso, Maradi et Tillabéri, lot 2, Dosso et Tillabéri, lot 2-3, Dergolwama, 12 km, RN4, Guériel, 8 km. La quatrième communication porte sur le marché des travaux de remise à niveau de la route Tawa-Arlit-RTA. Ces 4 communications sont faites en application des dispositions de l'arrêté numéro 01-43-CAP-PM-ARMP du 29 juin 2012 fixant les seuils dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics qui stipule à son article 8 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 000 francs CFA
doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. Une communication de la ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique sur l'admission du Niger au fonds du PME. Le Partenariat mondial de l'éducation est une organisation qui regroupe des pays donateurs, des organisations multilatérales, des organisations non gouvernementales, la société civile, des syndicats, des entreprises et des fondations privées qui œuvrent dans le secteur de l'éducation dans les pays en développement et ont pour objectif d'accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs de l'éducation pour tous. Suite à l'adoption du programme sectoriel de l'éducation et de la formation 2014-2024 par le gouvernement, la ministre a informé le Conseil des ministres que le Niger vient d'être admis au Fonds pour le partenariat mondial de l'éducation suite à la réunion tenue les 18 et 19 novembre 2013 à Addis Abeba en Éthiopie. L'objectif majeur de ce projet est d'appuyer les efforts du gouvernement pour améliorer la capacité du système éducatif à assurer un accès équitable à tous les élèves et une éducation de qualité leur permettant une insertion professionnelle future et à renforcer le capital humain du Niger. Par l'approbation de ce dossier, le Niger vient de bénéficier d'un appui financier d'un montant de 84,2 millions de dollars, soit 42 milliards 100 millions de francs CFA sous forme de dons. Une communication de la ministre des Enseignements secondaires relative au marché d'acquisition des fournitures scolaires sur financement du budget national. Cette communication est faite en application des dispositions de l'arrêté numéro 01-43/CAP/PM/ARMP du 29 juin 2012 fixant les seuils dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics qui stipule à son article 8 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 000 francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. Une communication de la ministre déléguée auprès du ministre d'État, ministre du Plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, chargé de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, relative à la mise en œuvre d'actions de promotion des droits humains fondamentaux et de la citoyenneté au bénéfice des organisations de jeunes et de femmes dans les régions d'Agadez, Maradi, de Tawa et de Zender, par le programme d'appui à la société civile phase 2 PASOK 2. C'est dans ce cadre que ce programme sur financement de l'Union européenne lance un appel à propositions régionales pour financer par le biais de micro-subventions des projets soumis par les organisations communautaires de jeunes et de femmes au bénéfice des jeunes et des femmes dans les régions d'Agadez, de Maradi, de Tawa et de Zender. L'objectif de cette opération est d'identifier des initiatives à la base ayant un lien avec les droits humains et la citoyenneté afin de les financer. Le principal résultat attendu à travers ce financement est d'accroître davantage la participation de la société civile nigérienne à la mise en œuvre des politiques publiques. Le montant indicatif global mis à disposition pour le présent appel à proposition est de 800 000 €, soit 524 765 000 francs CFA. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a levé la séance. Merci Sadi. Suite de cette édition, la presse nigérienne salue les efforts consentis par les autorités de la 7e République pour faire de la liberté de la presse une réalité au Niger. Le mérite revient au président de la République, Issoufou Mahamadou, premier président africain à avoir signé la déclaration de la montagne de la table. Ainsi, la première édition des Nuits de la liberté de la presse, initiée pour commémorer l'événement, a été l'occasion pour les organisateurs de remettre au président de la République le trophée de reconnaissance ou trophée de la liberté de la presse. C'était cet après-midi au palais de la présidence. Nous retrouvons Sadi Sanda Salifougal.
Ce trophée au président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, le lendemain de la célébration de la nuit de la liberté de la presse au Niger, témoigne une fois de plus de la reconnaissance des hommes de médias, plus particulièrement les médias privés, pour tous les efforts que le chef de l'État ne cesse de consentir dans le cadre de la liberté de la presse dans notre pays. La première édition de Nulupresse a été organisée pour commémorer la signature, il y a 2 ans, de la déclaration de la montagne de la table par le président Issoufou Mahamadou. Le ministre de la Communication a salué cette belle initiative de la liberté de la presse au Niger, qui est appréciée au plan international et qui coïncide avec la célébration demain à Niamey du 50e de la radio internationale allemande Deutsche Welle. Le président de la République figure à la tête des personnalités qui ont reçu à l'occasion de l'événement des distinctions pour leur engagement à la promotion de la liberté de la presse dans notre pays, a dit le promoteur Salim Zangina. Excellence, Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord, en mon nom propre et au nom du comité d'organisation que je préside, également au nom des journalistes conviés à cette cérémonie, nous voudrions vraiment vous remercier pour l'honneur que vous nous avez fait, donc de nous accorder cette audience-là pour vous remettre le trophée d'honneur des Nuits de la liberté de la presse. Je commencerai d'abord par dire que les Nuits de la liberté de la presse est une initiative que nous avons eue, mais qui est en fait inspirée d'une de vos actions. Il s'agit de la signature de la déclaration de la montagne de la table, qui a donc définitivement consacré la liberté de la presse dans notre pays. En effet, depuis l'avènement de la 7e République, eh bien, aucun journaliste n'a été inquiété, en tout cas dans l'exercice de ses fonctions. Et nous ne pouvions donc pas, à l'occasion de l'anniversaire de cette signature-là, nous ne pouvions pas nous taire face à un acte aussi noble et généreux de votre part. C'est pourquoi l'idée de célébrer dorénavant, chaque 30 novembre, de célébrer la liberté de la presse nous est tout naturellement venue. Pendant les 3 jours qu'ont duré ces Nuits de la liberté de la presse, nous avons, entre autres, effectué une conférence débat sur le thème éthique, déontologie et dépénalisation. Nous avons procédé également à une remise de trophées. Donc, en tête des nominés, il y a bien entendu vous, Excellence Monsieur le Président de la République, parce que nous croyons fermement que ce n'est pas une tare lorsque une aussi haute personnalité que vous fait un bienfait à la presse. Eh bien, ce n'est pas un tare de dire merci. Il faut avoir cette humilité-là. C'est vrai que bien souvent, nous sommes quand même un peu intolérants, mais pour une fois, au vu vraiment de l'action que vous avez posée en faveur de notre corporation, en faveur de notre métier, nous avons donc taillé un peu nos armes pour vous dire, Excellence, merci. Merci 2 fois. D'abord, merci parce que depuis que vous êtes à la tête de notre pays, le Niger, vous avez délié les mains des journalistes. Aujourd'hui, nous faisons notre métier en toute liberté. La preuve, c'est qu'il y a plusieurs lignes éditoriales qui existent, qui cohabitent, sans pourtant être inquiétés. Et le deuxième facteur pour lequel nous voulions vous dire merci, c'est que aussi, en posant cet acte, eh bien, vous avez contribué à faire rayonner le Niger. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, eh bien, même les investisseurs internationaux, les partenaires techniques et financiers, avant de venir dans un pays, eh bien, ils se renseignent toujours d'abord sur le niveau de liberté de presse dans ce pays-là. Donc, véritablement, en signant cette déclaration de la montagne de la table et en faisant en sorte que, en tout cas, les 2 ans et demi que vous êtes à la tête de notre pays, qu'aucun journaliste ne soit inquiété, eh bien, véritablement, vous avez renvoyé au reste du monde une image propre, une image transparente du Niger. Pour cela aussi, nous voulions donc vous dire merci également, Excellence. Alors, le trophée que nous voulions vous remettre est un trophée modeste. Je vous le précise, ce n'est pas de l'or, voilà. Mais c'est un trophée qui a été fait par les artisans du Niger, qui sont d'ailleurs des partenaires des Nuits de la liberté de la presse. En venant ici, ils m'ont dit, en toute humilité, de vous dire qu'ils vous saluent. Voilà. Alors c'est un trophée qui est symbolique parce que la main ouverte symbolise la liberté. Universellement, c'est un signe qui symbolise la liberté et la plume symbolise la presse. En réponse, le président Issoufou a tout d'abord remercié et félicité le comité d'organisation avant de dire, je le cite, « Il n'y a pas de liberté sans liberté de la presse ».
vous prenez la prodigalité à un bout, l'avarice à l'autre bout, la vertu, et là également au milieu, c'est la libéralité. Je peux multiplier les exemples. Si on prend la dictature et l'anarchie, ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui constitue la vertu, c'est la démocratie. C'est au milieu aussi. D'un côté, la dictature, de l'autre côté, l'anarchie. Quand je dis démocratie, ça veut dire la liberté. Et il n'y a pas de liberté sans liberté de la presse. Cela aussi découle d'une conviction, parce que je suis de ceux qui sont convaincus que le pire adversaire, c'est de ne pas avoir d'adversaire. C'est d'être dans une situation où on ne peut pas être critiqué. Si on n'est pas critiqué, on s'assoupit. Donc j'ai besoin de vos critiques. J'ai besoin des critiques de la presse. J'ai besoin des critiques de l'opinion pour améliorer ce que je fais au service du peuple nigérien. L'histoire d'ailleurs est pleine d'exemples de ce point de vue. Et le cas qui est le plus souvent cité, c'est le cas de la rivalité entre Rome et Carthage. Après la ruine de Carthage, cela a entraîné automatiquement la ruine de Rome. Parce que Rome n'avait plus d'adversaire, n'avait plus d'ennemis. Et c'est ça le pire ennemi, c'est ça le pire adversaire, c'est de ne pas avoir d'adversaire. Il faut toujours avoir des adversaires, il faut toujours avoir des gens qui vous critiquent. Et cela, comme je dis, vous empêche de vous assoupir. Et on en a besoin ici au Niger. Nous n'avons pas besoin d'une situation où on risque de s'assoupir. Il faut qu'il y ait une veille, il faut qu'il y ait des adversaires, et pas simplement des adversaires, il faut tout simplement qu'il y ait des opinions inverses qui s'affrontent, il faut qu'il y ait des critiques, et cela nous aidera, nous, qui avons la responsabilité de conduire ce pays, de ne pas nous assoupir. Donc, vous nous rendez un grand service, vous rendez un grand service au peuple nigérien en nous critiquant. La presse rend un grand service à notre peuple en faisant son métier. La seule chose, bien sûr, qu'il faut souligner, c'est que la liberté suppose la responsabilité. C'est ça le prix de la liberté. Peut-être qu'on peut encourager les journalistes à faire des critiques, mais à tenir compte de l'aspect responsabilité redoutable d'informer, d'analyser, d'informer le citoyen. Et ça, c'est aussi une question de respect que d'essayer de faire le métier sur la base de la déontologie, en respectant l'éthique, etc. Donc, sur ces mots, je vous remercie à nouveau de l'honneur que vous me faites. Et sachez que nous continuerons à vous soutenir. Nous continuerons à soutenir la presse. Nous continuerons à créer les conditions de l'élargissement des libertés, de l'approfondissement des libertés, parce que c'est ça la voie de salut pour notre peuple. Encore une nouvelle fois, merci de l'honneur que vous nous faites. Merci beaucoup. Le chef de l'État a aussi encouragé les journalistes à faire des critiques tout en respectant les règles d'éthique et de déontologie. Enfin, une photo de famille a immortalisé la cérémonie. Oui, la liberté de la presse suppose la responsabilité, comme l'a dit le président de la République, et c'est le sens qu'il faut donner à ce communiqué de presse du bureau du Conseil supérieur de la communication. Les membres du bureau du Conseil supérieur de la communication se sont en effet réunis en séance extraordinaire le samedi 30 novembre 2013 à l'effet d'examiner le traitement de l'information par les médias. À l'issue de cet examen, il ressort que certains médias privés continuent à bafouer allègrement les règles d'éthique et de déontologie en dépit de l'appel à la pondération lancé par le bureau du CSC dans son communiqué de presse
en date du 13 septembre 2013. La persistance de ces pratiques préjudiciables à la liberté de la presse et à la crédibilité des médias nigériens a amené les membres du bureau du CSC, conformément au texte en vigueur, à engager la procédure de saisine d'office du CSC concernant 3 médias, à savoir le bi-hebdomadaire Opinion, l'hebdomadaire Le Courrier et la télévision Bonferré. Le bureau du Conseil supérieur de la communication rappelle que le journaliste ne doit pas confondre son métier avec celui du publicitaire ou du propagandiste. C'est pourquoi il relance un vibrant appel en direction de tous les médias et de tous les journalistes pour un traitement professionnel et responsable de l'information. Fait à Niamey le 4 décembre 2013, signé par le président du Conseil supérieur de la communication, Abdraman Ousmane. Et puis ce rectificatif au Conseil des ministres concernant l'attribution des marchés publics, il s'agit de tout marché supérieur ou égal à 500 millions de francs CFA qui doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres et non les marchés de 50 millions comme annoncé. Le gouvernement du Niger et la République populaire de Chine ont signé cet après-midi un accord de coopération économique et technique d'un montant de plus de 20 milliards de francs CFA. Les documents ont été signés au ministère des Affaires étrangères par l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger et la ministre déléguée aux Affaires étrangères, Tahirou Hassan Moussa Hamani. Par ce geste très significatif, la République populaire de Chine, représentée par son ambassadeur au Niger, et le Niger, à travers la ministre déléguée aux Affaires étrangères, Mme Mariama Moussa, viennent de concrétiser cet accord de prêt non remboursable d'un montant de 20 milliards 500 millions de francs CFA. Un accord qui renforce davantage la coopération entre le Niger et la République populaire de Chine. C'est un grand plaisir pour moi de prendre part à la cérémonie de signature de l'accord de coopération économique et technique entre le gouvernement de la République populaire de Chine et le gouvernement de la République du Niger. Il s'agit d'un important événement dans les relations d'amitié et de coopération sino-nigériennes. En termes de cet accord, le gouvernement chinois offrira pour l'année 2013 au gouvernement nigérien une aide non remboursable de 250 millions de yuan renminbi, soit 20 milliards de francs CFA, destinés à la mise en œuvre des projets convenus entre nos deux pays. L'année 2013 marque un développement rapide des relations sino-nigériennes dont les fruits sont révélés abondants. Depuis mon arrivée au Niger, il y a un peu plus d'un an, ce qui m'impressionne le plus, c'est que le Niger est un pays plein de vigueur et d'espoir, un pays qui offre une vaste perspective de développement et que la coopération sino-nigérienne est prometteuse. Sous la direction clairvoyante de son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République, le gouvernement nigérien travaille à promouvoir activement le programme de renaissance du Niger qui comporte le PTES, l'initiative 3N, le projet Niamey-Niala, a développé l'économie, a amélioré les conditions de vie du peuple et a obtenu des succès remarquables. Je souhaite que la coopération mutuellement avantageuse entre nos deux pays puisse enregistrer de nouveaux succès plus importants et que l'amitié sino-nigérienne soit éternelle. En signant cet important document, Mme Mariama Moussa, ministre déléguée aux Affaires étrangères, a témoigné toute sa reconnaissance à la République populaire de Chine, et ceci au nom des autorités nigériennes. En effet, la somme que votre pays met à la disposition du Niger à la suite de la signature du présent accord de dons permettra de financer des projets prioritaires qui seront convenus entre les deux gouvernements du Niger et de la Chine. Les modalités y afférentes feront l'objet d'un accord spécifique qui sera conclu incessamment entre nos deux pays. Ainsi, le Niger ne peut-il pas se féliciter de cette autre contribution qui témoigne de l'excellence de nos relations bilatérales. Je voudrais ici, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et l'ensemble du gouvernement,
exprimer ma profonde gratitude au gouvernement et au vaillant peuple chinois pour leur constante et agissante sollicitude à l'égard du Niger. Cet accord, en même temps que plusieurs autres signés entre le Niger et la République populaire de Chine, entre dans le cadre de l'excellence des relations d'amitié et de partenariat entre le Niger et la République populaire de Chine. Et puis, cette annonce, le directeur général de l'ARTP, Al-Mustafa Boubacar, a l'honneur d'informer le public de la brillante élection ce soir même à Abidjan, en Côte d'Ivoire, de notre compatriote El Hadji Lamine Maman au poste de directeur exécutif de l'Assemblée de régulateurs des télécommunications de l'Afrique de l'Ouest. L'élection de El Hadji Lamine Maman face à 3 autres candidats est un succès de plus à mettre à l'actif de la diplomatie nigérienne. Et puis ce communiqué du secrétariat général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, le ministère des Affaires étrangères a le profond regret de porter la connaissance des populations nigériennes que suite à une explosion d'un dépôt de munitions survenu dans la journée du 28 novembre 2013 dans le camp Abou Salam Djaloul à Brak Sati, région de Sebha, Libye, il a été enregistré une quarantaine de victimes, dont 6 Nigériens identifiés et un blessé. Il s'agit de les décédés Issoufou Boubacar, né vers 1968 à Guidgir Zender, Omarou Sanda, né vers 1988 à Tahaou Saou Tanout Zender, Ibrahim Idrissa Idilla, né vers 1994 à Tamalmolo Tanout, Labaran Ati, né vers 1993 à Tayaï Tanout, Maman Dodo, né vers 1988 à Guidgir Zender, Chebou Ibrahim, né vers 1987 à Guidgir Zender. Blessé, Issoua Isaka de Damagaram Takaya. D'autres victimes sont malheureusement non identifiables. Les blessés sont en train d'être assistés par le consulat général du Niger à Sebha. En cette douloureuse circonstance, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur adresse au nom du gouvernement et du peuple nigérien ses condoléances les plus émues aux familles si durement éprouvées. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur appelle les ressortissants nigériens vivant dans cette zone à plus de prudence et de vigilance. Le palais des congrès de Niamey a servi de cadre ce matin à l'ouverture de l'atelier de validation du nouveau programme de coopération Niger-UNICEF 2014-2015, de la revue annuelle 2013 et de la planification biennale 2014-2015. C'était sous la présidence du secrétaire général du ministère du Plan. Compte rendu à Skouchvela, Maria Madako. Discuter du bilan de l'année 2013 et des priorités programmatiques 2014-2015, c'est entre autres tâches auxquelles s'attellent les participants à cet atelier. Il s'agit aussi et surtout pour ces participants d'échanger en vue de valider le nouveau programme de coopération Niger-UNICEF 2014-2018. Cet atelier est la phase finale au cours de laquelle nous sommes appelés à valider les plans d'action du programme de coopération pour la période 2014-2018, et en gardant en mémoire les paroles du président Mamadou Issoufou à la table ronde de Paris en novembre dernier, je voudrais citer qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui n'a pas d'objectif. Le Niger a un objectif, aider les bateaux Niger à arriver à bon port. Au cours des 5 dernières années, dans la période 2009-2013, l'UNICEF a pu mobiliser autour de 95 milliards de francs CFA dans le cadre de son programme régulier. Grâce à ces ressources et à notre engagement commun, des avancées significatives
ont été enregistrés dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, de la lutte contre le VIH-Sida, de l'éducation, de la protection des enfants, de la communication pour le développement, de la protection sociale, de l'accompagnement en suivi et évaluation et de l'assistance humanitaire en réponse aux urgences. Le secrétaire général du ministère en charge du plan a d'abord témoigné la gratitude du Niger à l'endroit de l'UNICEF pour les appuis qu'il n'a cessé de déployer en faveur des populations nigériennes avant d'exhorter les participants à mieux s'investir en vue d'un examen minutieux de ce document. Vous avez la responsabilité et la charge d'examiner et de valider cet important document qui engagera et régira pour une période quinquennale les relations de coopération entre le Niger et l'UNICEF. À cet égard, je vous exhorte à plus de clairvoyance, d'objectivité et de réalisme dans votre appréciation, afin qu'au sortir de cet atelier, nous puissions dégager un consensus fort autour des principales préoccupations. Je sais que je peux compter sur votre abnégation et votre sens élevé du devoir pour la réussite de nos travaux. Ce programme soumis à l'appréciation des participants, il faut le souligner, vise à contribuer à une meilleure réalisation des droits des enfants et des femmes tout en assurant la réduction des disparités en matière d'accès aux services sociaux de base. La conférence régionale sur la problématique de l'éducation en milieu nomade dans l'espace sahélo-saharien qu'organise le Niger en collaboration avec la SENSAD se poursuit au Palais des Congrès de Niamey. Ce mercredi, les participants ont travaillé en commission le point des travaux avec Gérard Abdelaziz et Taïros. Ouvert lundi après-midi sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement, les travaux de la conférence régionale sur la problématique de l'éducation en milieu nomade de l'espace sahélo-saharien se poursuivent activement au Palais des Congrès de Niamey. Dans la première journée de la plénière, nous avons enregistré la participation des États et des organisations internationales. En termes de communication de l'État, je pense que c'est le Burkina Faso qui a présenté une communication sur son expérience en matière d'éducation en milieu nomade. Puis nous avons aussi enregistré des messages de l'ADA, des messages de l'OIF et bien d'autres organisations internationales qui ont aussi présenté des communications sur cette problématique de l'éducation en milieu nomade. Et ce matin, donc, les participants ont été répartis en 3 commissions. La commission 1 qui parle surtout de la scolarisation de la jeune fille, la commission 2 qui traite des questions de l'éducation de l'enseignement primaire et la commission 3 qui porte sur le financement de l'éducation. Ce sera une plénière avec l'intervention des différents ministères en charge de l'éducation dans la zone sahélo-saharienne, du moins ceux qui ont eu à faire le déplacement jusqu'à Niamey. Donc c'est surtout ça, et en fin de compte, on va maintenant aussi dresser le rapport général pour voir enfin, disons, le résultat obtenu au terme de ces 3 jours ou 4 jours disons, de travaux de cette conférence régionale. Cette conférence est organisée par le Niger en collaboration avec la SENSAD. Elle vise à définir des politiques et stratégies pertinentes pour assurer une éducation de base formelle et non formelle de qualité à l'ensemble des populations de la zone, à proposer un modèle de développement de l'éducation de base formelle et non formelle adapté en milieu nomade dans l'espace sahélo-saharien entre autres. Les transactions sur le corridor Bénin-Niger, un véritable casse-tête pour nos opérateurs économiques, et c'est pourquoi le président du comité de gestion de ce corridor a animé un point de presse ce matin relatif justement aux conditions d'utilisation du corridor Bénin-Niger. Objectif, trouver les voies et moyens permettant de résoudre définitivement les problèmes que rencontrent les commerçants nigériens. Sekinato Abdou, Akouti, Oglasan. Ce point de presse est organisé par le comité ad hoc de gestion du corridor Bénin-Niger. Ce comité ad hoc a depuis entrepris des démarches au niveau des autorités portières béninoises et des autorités nigériennes pour la recherche de solutions aux problèmes d'utilisation du corridor Bénin-Niger. Les opérateurs économiques nigériens rencontrent de nombreux problèmes dans l'utilisation du port autonome de Cotonou et du corridor béninois, au nombre duquel 1. L'absence de concertation lors de l'application de certaines mesures relatives à la gestion du port autonome de Cotonou.
le non-respect de la clé de répartition du fret à raison de 2 tiers pour les transporteurs nigériens et 1 tiers pour les transporteurs béninois. Pour les opérations au port, il n'est accordé que 7 heures de temps pour l'entrée et la sortie des camions. Au-delà, une pénalité de 70 000 francs par camion est appliquée. Le coût prohibitif du tracking fixé à 99 946 francs pour 30 tonnes par camion contre 25 000 francs, soit $50 au Ghana. La non-application du règlement numéro 14 de l'UEMOA sur la charge à laisser de façon uniforme sur les corridors béninois. Face à cette situation, des propositions pertinentes ont été faites par les membres de ce comité. Dans le cadre de la recherche de solutions aux problèmes liés à l'utilisation du port autonome de Cotonou et du corridor Bénin-Niger, les mesures ci-après devraient être prises. La concertation des 2 parties pour l'application de certaines mesures relatives à la gestion du port autonome de Cotonou et du corridor Bénin-Niger. Le respect de la clé de répartition du fret entre les transporteurs de deux pays, 2 tiers, 1 tiers. La réduction des frais de prestation du suivi électronique des transits, le tracking, devant passer de 99 946 à 25 000 francs pour un camion de 30 tonnes comme au Ghana. La création des aires de stationnement et de repos tout au long du corridor. La suspension de l'application de la mesure relative à la limitation de la charge à laisser jusqu'à ce qu'il y ait une plus grande sensibilisation des opérateurs économiques et une application de cette mesure au niveau de l'ensemble des pays de l'UEMOA. Ce point de presse permettra donc d'établir de nouvelles données censées résoudre définitivement les problèmes liés à l'utilisation du corridor Bénin-Niger. C'est pourquoi le président du comité ad hoc a exhorté les opérateurs économiques à être mobilisés et solidaires afin de prendre en charge les difficultés rencontrées dans l'exercice de leur métier. Le projet d'appui à la croissance et à la compétitivité vient de mettre à la disposition du ministère du Commerce un lot de matériel destiné au Conseil national des investisseurs privés, matériel réceptionné par le secrétaire général du dit ministère, Oumma Jamila Moudachirou Amanissin. C'est au total 2 ordinateurs de bureau, 2 imprimantes, 3 ordinateurs portables, un photocopieur et un rétroprojecteur réceptionnés au profit du Conseil national des investisseurs privés. Matériel offert par le projet d'appui à la croissance et à la compétitivité afin de permettre au Conseil de mieux assurer sa mission. Ce lot de matériel informatique qui en fait vient concrétiser un engagement qui a été pris dans le cadre du projet d'appui à la croissance et à la compétitivité dans sa composante d'amélioration de l'environnement des affaires et donc d'apporter un appui en matériel informatique au comité national des investisseurs privés, qui est une structure dont le rôle n'est plus à démontrer dans le cadre du dialogue entre l'État et le secteur privé, et ceci dans la perspective de l'amélioration véritablement de l'environnement des affaires afin que le secteur privé. Il est également important de souligner que l'amélioration des climats des affaires est une des préoccupations majeures des autorités actuelles. En effet, une réglementation satisfaisante pour l'exercice de l'activité commerciale est importante pour la croissance, la création d'emplois et la réduction de la pauvreté. C'est pourquoi le Conseil national des investisseurs privés a été redynamisé et ses activités rehaussées sous la haute présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Le projet d'appui à la compétitivité et à la croissance, depuis le démarrage de ses activités, est devenu un partenaire important du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé dans la mise en œuvre des politiques et réformes en matière d'amélioration du climat des affaires. Cet appui en matériel informatique va sans doute permettre au Conseil national des investisseurs privés de bien jouer son rôle pour la création de richesses et d'emplois au Niger. La commercialisation des produits artisanaux dans l'espace UEMOA est en réflexion depuis ce matin au Palais des Congrès du Niamey, une journée de réflexion et d'échange qui vise à promouvoir l'artisanat dans les pays membres de l'UEMOA. Mahamadou Adamou, Abdullah Razak, Amadou Oumarou. Cet atelier est une initiative du Salon international pour la femme.
un cadre d'échange et de partage d'expériences sur l'artisanat entre les acteurs étatiques intervenant dans la commercialisation des produits artisanaux, mais également pour nouer des partenariats mutuels avantageux. Au Niger, l'artisanat est un secteur dynamique, de croissance forte et diversifiée, qui occupe environ 900 000 personnes dans 240 000 micro et petites entreprises de production, de services ou d'art, employant chacune en moyenne 2 à 3 personnes. Ces emplois sont répartis aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. L'artisanat, c'est aussi le secteur par excellence des couches sociales les plus vulnérables. Les femmes constituent plus de 68% des propriétaires des micro et petites entreprises et les jeunes y sont très nombreux. On y trouve 40% de moins de 30 ans et 52% de moins de 35 ans, dont 2% des personnes handicapées. Le rôle primordial de sa femme, qui est la valorisation des produits artisanaux, l'élargissement des débouchés et l'autonomisation de la femme artisane. Le Salon international pour la femme SAFEM offre ainsi l'occasion de découvrir le cadre de la politique commerciale commune de l'UEMOA, les instruments de la politique commerciale commune de cette institution. En effet, c'est à travers la promotion des échanges que l'intégration économique sous-régionale devrait connaître une nouvelle impulsion et s'inscrire résolument dans la perspective du développement économique de nos pays respectifs, car le développement des échanges constitue un facteur important d'amélioration des richesses et des revenus au profit de nos laborieuses populations. Cet atelier permettra sans nul doute de promouvoir et de consolider l'intégration économique au moyen des échanges communautaires dans l'espace de l'UEMOA. Autre atelier ayant débuté ses travaux ce matin à Niamey, c'est l'atelier de validation du rapport d'évaluation finale de la stratégie nationale de microfinance 2004. Cet atelier vise à poser les bases solides pour l'élaboration d'une nouvelle stratégie afin de promouvoir la finance inclusive au Niger. Hafsatou Mamadou, Hamanisei. Lancée en 2004 au Niger, la stratégie nationale de microfinance est un véritable outil de lutte contre la pauvreté. 10 ans après sa mise en œuvre, le concept de microfinance a évolué et on parle aujourd'hui de finance inclusive qui met davantage l'accent sur l'accès à tous aux services financiers. Cet atelier permettra donc de valider le rapport d'évaluation finale de la stratégie nationale de microfinance à travers notamment l'examen de la mise en œuvre de cette stratégie. Il sera question également d'établir un diagnostic approfondi du secteur afin de trouver une base solide pour l'élaboration d'une nouvelle stratégie, une façon de promouvoir la finance inclusive au Niger qui reste le moins développé de l'Afrique et plus précisément de la zone UEMOA. La résilience est pour les partenaires techniques et financiers un axe prioritaire de coopération avec le Niger dans les prochaines années. Aussi, nous nous réjouissons des initiatives prises par le gouvernement pour renforcer la résilience des couches les plus vulnérables de la population, comme l'initiative 3N, qui constitue un axe majeur du plan de développement économique et social 2012-2015. L'accès à tous aux services financiers est une des préoccupations des autorités de la 7e République car il concourt à la résilience des populations vulnérables, particulièrement en matière de sécurité alimentaire. Son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, M. Mohamed Youssouf, a inscrit dans son programme de renaissance le développement de la finance inclusive à travers le financement des activités génératrices de revenus au profit des populations nigériennes les plus vulnérables. Et pour traduire en actes concrets cette volonté des plus hautes autorités du pays, le ministère des Finances a entrepris, en relation avec le PNUD, l'UNCDF, le Fonds belge de survie alimentaire, de procéder à l'actualisation de la stratégie nationale de la microfinance.
l'atelier qui nous regroupe aujourd'hui sera encore une fois l'occasion pour vous, pour nous, de valider le rapport de consultants sur l'évaluation de la stratégie nationale de la microfinance de 2004 et le diagnostic du secteur de la finance inclusive. Cet atelier reste alors un cadre d'échange et de réflexion pour une véritable promotion des finances inclusives dans notre pays. Dans le cadre des activités de la Journée mondiale de lutte contre le sida célébrée le 1er décembre dernier, la région de Niamey a initié ce matin à l'IFTIC une campagne de sensibilisation sur la lutte contre les IST VIH-Sida, suivie d'un dépistage volontaire et d'une conférence débat. Le slogan de cette année est « Zéro infection, zéro stigmatisation, zéro décès dû au VIH-Sida ». Détail Joari Isiaka, Issoufou Souleymane.